Coucou! Il y a un mois, Laetitia, Ilia, Ferdinand et moi-même te parlions d'endométriose. Et vous avez été pas mal à réagir, à m'envoyer des mails ou même à m'adresser certaines réponses sur les commentaires. Merci pour les retours, c'est juste, ça me fait trop plaisir. C'est juste trop sympa, c'est juste trop gentil. Et du coup je me suis dit, bah tiens, on va saisir l'occasion de la semaine européenne d'information à l'endométriose pour répondre à vos messages. Et je me dis en même temps c'est aussi l'occasion, l'opportunité pour peut-être se passer des astuces entre nous. Alors si tu es un homme, s'il te plaît, reste jusqu'au bout de la vidéo. Parce que ce n'est pas parce que ça ne te concerne pas directement que tu ne connais pas une femme dans ta vie, que tu n'as pas une mère, que tu n'as pas une soeur, que tu n'as pas une copine, que tu n'as pas une cousine, que tu n'as pas une meilleure amie. Bref, il n'y a pas un moment dans ta vie où tu n'es pas en interaction avec une autre femme et que peut-être que cette autre femme, elle est aussi atteinte et sache que sa plus grande souffrance, en plus de souffrir d'une maladie, c'est de ne pas être comprise. Donc là, c'est le moment de pouvoir la comprendre, de pouvoir lui apporter un minimum de soutien et d'aide et surtout lui donner la sensation d'être entendue, d'être écoutée. Parce que c'est le plus dur dans cette maladie, c'est de ne pas être entendue en fait. Et je me dis que voilà, certes je vous ai pollué cette semaine sur les réseaux sociaux avec cette maladie, mais c'était fait exprès parce que je me dis, s'il faut en venir au 8 mars ou au 14 février, c'est-à-dire que le 14 février on te rappelle d'aimer les gens, d'aimer ton conjoint, d'être attentive, de machin, etc. Et que le 8 mars on est obligé de te rappeler que la femme existe, qu'elle doit être entendue, qu'elle a des droits, qu'il faut se battre pour ces droits-là. Bah, s'il faut en venir à ce que l'endométriose, ça soit ça aussi, qu'on se rappelle une fois de temps en temps, voilà, bah, c'est déjà ça de gagner parce que d'une maladie que personne connaît à une maladie où tu arrives à t'en souvenir, c'est déjà vachement cool. Après, l'étape d'après, ce serait de devoir s'en souvenir, de pouvoir s'en souvenir même après le mois de mars. Hein. Mais déjà, juste ça, c'est vachement cool. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que j'ai repris un petit peu vite fait les questions. Je vais pas les formuler sous forme de questions, je les ai plutôt regroupées en thématiques pour pouvoir en parler. Donc la première thématique, ça va être l'apparition ou la médiatisation de cette maladie. Ensuite, les causes et le diagnostic. On va en profiter pour glisser un petit mot au personnel soignant. Les spécialistes, ça c'était un point dans les mails où vous mettiez absolument l'accent sur les spécialistes, sur les cas particuliers. Et ensuite, les deux derniers points concerneront la sexualité contraception et les remèdes que vous m'avez proposés. Donc je le rappelle, je ne suis pas du tout une experte, j'expérimente. À la limite, je suis une experte de l'expérimentation, si on veut. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'acceptais pas d'être malade, j'acceptais pas cette maladie. Donc je fais un petit peu tout et n'importe quoi, j'expérimente plein de choses. Sans vraiment prendre le temps. Ça c'est un gros défaut. Et qu'il faudrait que je me mette dessus, mais c'est que je pense que la première étape la plus dure, c'est d'accepter d'être malade. C'est comme un deuil en fait. Il y a plusieurs étapes. Il y a ce moment où tu es en colère, que tu te dis non, c'est pas possible. Même si tu es soulagée hein, de savoir que, voilà, que tu es réellement malade en fait. Et une fois passé le cap du soulagement, il y a ce moment de colère où tu te détestes, où tu détestes ton environnement, tu détestes les gens qui t'entourent, tu en veux à tout et à tout le monde. Et je pense que je suis restée longtemps bloquée dans cette phase-là, mais par-dessus j'avais rajouté une couche de déni, donc encore plus difficile de me rendre compte que voilà, je n'acceptais pas ma maladie puisque j'étais dans le déni. Donc pour ce qui est de la maladie, enfin surtout sa médiatisation, moi il y a une chose dans les commentaires qui m'a choquée, c'est quand je vois c'est une maladie récente de notre époque. Définissez quand vous dites ce genre de choses, ça veut dire quoi une maladie récente? À partir de combien de temps on estime que c'est récent? De notre époque, c'est-à-dire c'est à partir de... C'est quoi notre époque? C'est les 10 dernières années? C'est ce siècle-là? C'est quoi? Parce que d'après mes recherches, l'endométriose a été décrite pour la première fois en 1870, je crois en 1860. C'est-à-dire il y a 157 ans. Est-ce qu'on peut dire 157 ans? C'est récent, c'est de notre époque. Non, je ne pense pas. Si j'entends récent, c'est, allez,
10 dernières années, et encore on peut réduire à ces 6 dernières années. Ouais, on peut dire ça comme ça. Si tu l'entends dans ce sens-là, comme étant une maladie récente de notre époque, oui. Si par contre tu l'entends récent de notre époque parce que dû aux perturbateurs endocriniens, etc., là aussi je lui mets un petit bémol parce que les perturbateurs endocriniens ont été nommés ainsi, si je peux dire, dans les années 90. Donc finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 27 ans. Ouais, dans ces cas-là, on peut à peu près dire que c'est récent, mais non. C'est pas parce que ça a été nommé en 90 que ça a apparu en 90. Les perturbateurs endocriniens, pour moi, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise... c'est le résultat de certaines mauvaises actions, certaines conséquences négatives, donc une répercussion dans le temps. Mais avant ça, il a fallu que ça se développe. Et pour moi, pour que ça se développe, il faut partir encore plus loin dans l'histoire, faudrait partir, aller, révolution industrielle, donc dans les années 1800. Ouais, il y a 217 ans. Voilà, pour moi, si tu veux remonter aux perturbateurs endocriniens, tu dois remonter voilà, au minimum à ça. Donc allez, si on veut réduire un petit peu plus le truc, allez, on va dire surconsommation, démocratisation, etc. Bon, on va partir sur les 30 glorieuses. Donc 1946, ça fait quoi, 71 ans, quelque chose comme ça. Ouais, dans ces cas-là, on pourrait à peu près dire que c'est récent. Si tu pars dans ce principe-là, que la médiatisation, que les conséquences de la maladie sont récentes. En partant du principe que tu pars du principe que c'est dû à des perturbateurs endocriniens, que c'est quelque chose de génétique, d'héréditaire, etc. À la limite. Mais là encore, je suis pas très d'accord. Ouais, non, pour moi, c'est pas une maladie récente. Mais comme c'est une maladie de femme, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Hein. Quand ça touche la femme, on s'en fout. Non pas que je sois féministe, mais voilà. Enfin, faut dire ce qu'il est, quand ça touche la femme, on s'en fout. Par contre, si tu parles de sa médiatisation, ouais, c'est quelque chose de récent. Et je sais pas si tu avais suivi sur Instagram, j'avais fait un petit pétage de câble sur un reportage justement sur l'endométriose où il disait que c'était Bayer qui avait payé une agence pour parler de la maladie, pour la mettre en lumière. Pas du tout dans le but de te vendre des médicaments, absolument pas. Oui mais non, oui, je veux bien croire que Bayer a participé à la médiatisation, mais c'est un petit peu aussi mettre de côté tout l'engagement qui a été mis en place par des associations, tout le travail associatif, le fait d'aller dans des écoles, de rencontrer des élus locaux, de manifester, de militer, etc. C'est aussi participer à la médiatisation, c'est aussi mettre en lumière cette maladie. Et mettre l'accent que sur le groupe pharmaceutique, c'est un peu dénigrer et oublier le travail de ces associations qui font un travail mais juste magnifique, formidable, et qui permettent aujourd'hui de moi, si demain mon enfant est atteint de ces maladies, je sais exactement où est-ce que je dois aller l'emmener pour qu'elle se fasse diagnostiquer. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon conjoint soit un minimum informé de cette maladie, si c'est trop tabou, c'est un sujet trop tabou pour qu'on en parle de lui à moi, mais au moins lui donner les ressources pour qu'il sache où aller chercher. Enfin, je trouve que les associations font quand même un travail assez important pour être mis de côté comme ça, donc moi ça me plaît pas trop. Allez, bref, passons. Point suivant. Donc les causes. Oui, vous avez posé énormément de questions sur les causes de la maladie. À quoi c'était dû? On ne sait pas. On ne peut pas vous dire c'est dû à ça, c'est dû à ça. On a des suspicions. Ça peut être de la génétique, ça peut être héréditaire, ça peut être dû à l'alimentation, etc. Et moi, il y a un point dans les commentaires que vous m'avez mis que j'ai trouvé très intéressant. C'était l'aspect spirituel. On y croit pas. Enfin, vous allez voir ce que j'entends par spirituel. C'est se dire, est-ce que justement cette maladie, ce serait pas un message d'un traumatisme? Est-ce que ce serait pas un message codé, une maladie? Je vous renvoie au langage des oiseaux, où en fait, déjà par sa localisation, l'utérus, qui est le premier foyer, c'est le premier endroit où tu commences à naître, à vivre. Donc ton premier foyer, l'utérus, ce serait dû aussi à la peur de l'enfantement, à la peur de l'accouchement, à la peur d'être mère, ou même à la légitimité. Est-ce que est-ce qu'on estime avoir le droit de donner vie? Même l'environnement, est-ce que
on se pose pas des questions par rapport à notre environnement et au fait d'avoir un enfant dans cet environnement-là. Quand je dis l'environnement, ça peut être la terre, ça peut être la ville, ça peut être la maison, c'est vraiment tout. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce questionnement-là aussi à avoir? Et j'ai trouvé cet aspect très intéressant et je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo qui portera justement sur la maternité et ce désir de maternité ou pas qui peut y avoir en chacune de nous. Donc vous, à vous de voir si vous y croyez ou non, mais ça peut être quelque chose qui est intéressant à voir. Ensuite, pour ce qui est du diagnostic, j'ai failli m'arracher les cheveux sur ce point-là parce que beaucoup d'entre vous continuent de souffrir, ne savent pas ce qu'elles ont et ne veulent pas aller se faire diagnostiquer. Je comprends que derrière il y a une peur. Il y a la peur de qu'on te dise c'est ça. Mais ça peut aussi ne pas être ça. Ça peut être pire. Ça peut être... il y a tellement de possibilités. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus effrayant que de ne pas savoir. Donc vas-y. Et après tu sauras. Parce que si tu n'y vas pas, le souci que tu peux avoir aussi par la suite, c'est d'une part que ça soit ça et que ça évolue même rapidement et qu'on arrive au point où on te dit bah écoute, on peut pas faire grand chose, fallait venir plus tôt. Là, il n'y a rien de pire pour s'en vouloir toute sa vie et pour être en colère toute sa vie que de se dire mais j'aurais dû, j'aurais pu, pourquoi je l'ai pas fait? Vivre avec des regrets, c'est juste horrible. Il y a déjà cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect, c'est peut-être autre chose qui est tout à fait bénin ou pas, qui sans doute se soigne très facilement. Donc tu vois, ça peut être complètement autre chose. Donc vas-y, ne serait-ce que pour ta sécurité, ta santé, et pas laisser quelque chose se développer et on ne sait pas ce que c'est. Moi la première, hein, je suis la première à quand j'ai un truc autruche, je m'enferme dans mon truc, non non j'ai rien, non non j'ai rien. Mais là ça fait 1 an que je le fais plus et 1 an où ça va beaucoup mieux. 1 an où j'arrête de... Non, 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 non. Maintenant, il y a quelque chose qui va pas, je réfléchis. Ok, ça va pas. Est-ce que moi, je peux pas faire quelque chose déjà, moi, avant d'aller chez la case médecin, hein, tu te souviens que moi, les médecins, hein, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire pour arranger? Non, ça passe pas. Ok. Ok. Naturel, ça passe toujours pas. Maintenant, médecin. Maintenant, j'ai plus ce truc de me dire oh, je vais attendre que ça passe, je vais attendre. Non, je traite dès que je sens les premiers symptômes. Si je vois que ça empire, médecin. Je me pose plus la question, je pense que j'ai assez abîmé et bousillé mon corps pour ça. Donc maintenant, après je comprends, hein, mais ne serait-ce que pour se soulager, parce qu'en fait, plus tu vas t'enfermer à faire l'autruche, plus tu vas te rajouter des symptômes, tu vas même te rajouter d'autres maladies, et c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Bref. Sur le diagnostic, oui, les méthodes pour diagnostiquer, alors on vous a dit avec l'IA, l'une des meilleures façons pour avoir un diagnostic, c'est l'IRM, mais il faut que là aussi ça soit pratiqué par un spécialiste, quelqu'un qui sache exactement qu'est-ce qu'il va aller chercher, parce que parfois ça peut être des tout petits bouts et qui peuvent passer inaperçus, ce qui a été mon cas. Moi je me souviens, ma gynéco, elle a pété un câble, enfin j'exagère un petit peu, non j'exagère pas du tout, elle a pété un câble quand elle a vu que les personnes qui m'ont fait mes examens, c'était pas les personnes qu'elle voulait, c'est-à-dire c'était pas des spécialistes dans cette maladie, parce qu'ils sont passés à côté de certaines, parce qu'ils se passent à côté de certaines choses, même si on leur dit de chercher une endométriose, ça a tellement de formes différentes, ça peut avoir des tailles différentes que on peut passer à côté, et moi je me souviens, elle a pété un câble parce que c'était pas les spécialistes qui avaient fait le truc et du coup le travail était pas aussi bien fait qu'il aurait dû être et ce qui fait que après bah, quand tu tombes sur ce genre de truc, bah, t'es obligé pour après avoir encore plus de tranquillité de trouver un autre spécialiste, trouver un autre machin ou alors passer un autre examen qui est la ah merde, comment ça s'appelle? Tu sais quand tu t'insères une caméra là, je crois que c'est la coloscopie, un truc dans le genre, bref, qui est voilà, qui a aussi un coût, hein, on va pas se mentir. C'est voilà. Donc si tu veux être sûre et certaine, déjà à l'échographie ça pourrait se voir si tu tombes sur un bon spécialiste. Déjà juste l'étape de l'échographie ça peut se voir. Mais si tu veux vraiment être sûre et certaine, tu passes par la coloscopie. Et l'intermédiaire c'est l'IRM. L'IRM ça manque pas trop. Donc voilà.
Ce qui m'emmène aussi au personnel soignant, quand tu vas faire tes examens, quand tu y vas, etc., de bien sélectionner le spécialiste en question. Et aussi, si tu es personnel soignant, sois un petit peu plus humain. Certes, on est peut-être le 150e patient de la journée, de l'année, de ce que tu veux, mais on reste quand même un humain. Tu es en train de nous apprendre quelque chose qui est assez dur à encaisser parce que des fois, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas... On est démunis en fait. On est complètement démunis et on a juste besoin d'avoir un humain en face de soi. On ne te demande pas de nous prendre dans nos bras, de nous materner, de nous machin, mais il y a des façons d'annoncer déjà la nouvelle, de deux, d'accompagner ton patient. S'il te dit que la médecine conventionnelle ne lui convient pas, sois ouvert. Faut arrêter de se braquer, de se fermer, et quitte à... Laisse-le aller expérimenter, etc. Ça se trouve, il va se péter les dents, ton patient. On ne sait pas. Ça se trouve, voilà, il va essayer des trucs, ça va pas lui convenir, que lui, il faudra quelque chose de plus agressif. C'est pas grave. Mais au moins qu'il se sente écouté. Juste ça. Même si tu ne crois pas au chamanisme, si tu ne crois pas à la médecine traditionnelle chinoise, si tu ne crois pas à l'ostéopathie, juste sois là pour ton patient. Et ça, j'ai trouvé ça vachement dur quand j'ai vu dans vos commentaires que certains médecins, certains personnels soignants vous rient au nez. Non, c'est pas normal. Un médecin, pour moi, c'est... Certes, il te donne une ordonnance, mais ça se limite pas qu'à ça. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui ont le même médecin de génération en génération. Hein. Bref, point suivant. Les cas particuliers. Donc oui, d'où l'intérêt aussi d'aller se faire diagnostiquer, c'est que certains d'entre vous ont de l'endométriose, mais n'ont pas de douleur. Donc elles ont ce qu'on appelle une asymptopathie, donc absence de douleur, mais présence d'endométriose. Donc ça aussi c'est un point où tu as plutôt intérêt à aller te faire diagnostiquer, ou alors que tu as des douleurs très violentes, mais que ce n'est pas de l'endo, c'est autre chose. Ça peut être un kyste, ça peut être... je suis pas médecin donc je peux même pas te dire qu'est-ce que ça pourrait être. Mais voilà, ça peut être d'autres choses qui peuvent se régler rapidement ou pas. Enfin, on va partir du principe que ça peut se régler rapidement. Hein. Bref. Ce qui concerne les spécialistes, vous m'avez énormément posé des questions sur les spécialistes. Quel est spécialiste, quel endroit, quel machin, etc. C'en est devenu au point où à la fin vous me faisiez un retour sur les noms que je vous donnais et vous me disiez non, elle prend plus, non machin, etc. Donc moi ce que je vous invite à faire, parce que là-dessus, moi ça fait tellement longtemps que... Enfin quand je dis ça fait tellement, ça fait depuis 2015. Moi ce que je vous invite plutôt à faire, c'est d'aller le site qui sera là-haut, là, je vous mettrai le petit i, et vous allez avoir tous les spécialistes par région. Voilà, comme ça, ça règle le problème de à chaque fois que vous m'envoyez un mail pour les différents spécialistes. Donc là au moins, je vous mets tout dans le petit i et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Surtout qu'il y en a, à force de donner les mêmes noms, bah, ils sont surchargés. Hein, et c'est un peu dommage parce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi compétents. Et on ne les appelle pas alors qu'ils sont tout aussi compétents. Donc voilà, faut aussi passer aussi, c'est comme le bio, faut passer au-dessus de l'étiquette de temps en temps. Faut passer au-dessus de l'étiquette. C'est pas parce que c'est lui qui est médiatisé, qui est machin, que forcément c'est le meilleur. En plus, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est le meilleur impact. Ensuite, concernant la sexualité et la contraception, puisque je vous avais dit dans la vidéo que moi j'étais confrontée à un problème, c'est qu'aujourd'hui, si je veux une méthode de contraception naturelle avec mon endométriose, j'étais assez limitée, puisque par exemple le stérilet m'est interdit. Enfin, du retour que j'en ai eu du gynéco que j'ai vu. Il m'expliquait que justement le stérilet peut engendrer des inflammations et que ce genre de combo avec l'endo, voilà, c'est pas terrible. Donc du coup c'était fortement déconseillé pour moi, même il refusait de me le faire. Donc du coup moi je m'étais posé la question de contraception naturelle et que je me retrouvais un petit peu bloquée parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le désir d'enfant. Aujourd'hui je n'ai pas ce désir de materner, d'enfanter. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui me reste comme solution du coup? Il me reste plus grand chose, il me reste le préservatif, mais c'est pas très naturel, quoique ils font des préservatifs écologiques et plutôt bons pour la santé. Ouais. Et en commentaire vous m'avez parlé, la pilule je voudrais éviter parce que voilà, hormones, tout ça, j'ai envie que ça s'arrête. Et du coup vous m'avez proposé d'autres solutions. Et ces solutions là moi elles me conviennent pas.
Mais c'est pas pour autant que je vous en fais pas part. Comme ça. Vous aurez toute une idée des autres méthodes. On m'a parlé également du préservatif féminin, donc tout ce qui était cap cervical, du diaphragme, etc. Là aussi pareil, je vous mettrai un lien pour toutes les méthodes de contraception qui vous résumera un petit peu, etc. Non, moi c'est pas quelque chose qui me convient pour la même raison que le préservatif masculin. Déjà ça a un coût, on s'en rend pas compte sur le moment, hein, mais quand tu cumules avec, quand t'as quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, que tu es avec quelqu'un, c'est un certain coût à terme, voilà, qui sont des préservatifs, moi ce que j'appelle des moyens de contraception à court terme, qu'en plus il faut toujours penser à en avoir sur soi, parce que tu sais pas quand l'envie va te prendre, hein, clairement. Donc ça me pose un souci, et du coup moi je voulais quelque chose qui soit un peu plus dans le long terme. Et là c'était marrant parce que vous m'avez toutes proposé la même chose, c'est la symptothermie. Ça a l'air génial, franchement ça a l'air génial, mais c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Je trouve ça beaucoup trop contraignant par rapport à mon rythme de vie, etc. Prendre ma température, observer mes clairs. Franchement, je suis pas encore passée à cette étape-là. Et du coup, je trouve que c'est même plutôt pas mal. Ça pourrait être sympa comme alternative, mais il faut aussi que ton plus un il soit aussi dans ce mood-là, parce que ça veut dire aussi alterner avec des périodes d'abstinence, etc. Sans compter en plus la prise en main. La prise en main, 3 cycles. 3 cycles. T'imagines, tu te loupes pendant un des 3 cycles, tu tombes enceinte alors que tu voulais pas tomber enceinte. Merci quoi. Et comme aujourd'hui, moi, tant que je n'ai pas exprimé le fait que je voulais un enfant ou pas, je ne peux pas passer. Ça, c'est vachement relou. Parce que tant que j'ai pas dit je veux des enfants, je peux pas passer de test de fertilité. Je veux savoir si je suis stérile ou pas. C'est trop relou. Après, si vous avez des moyens pour dévier le truc, dites-le moi, parce que moi, jusqu'à présent, non, faut que tu aies machin pour qu'on puisse te dire si tu es stérile ou pas. En plus, il faut que monsieur y passe aussi. Ouais, mais quand t'as plus monsieur, mais tu veux savoir quand même, tu fais comment? Voilà, t'es dans la merde, tu sais pas, tu te démerdes. Bref, mais sinon, je trouve que le concept a l'air top. Hein. Le concept a l'air quand même assez génial, puisque... Non, c'est pas pour moi. Bref. Et concernant la sexualité, cette fois-ci, c'est vrai qu'avec Elia, on n'a pas parlé non plus de l'aspect sexuel, c'est-à-dire, les douleurs que tu peux avoir pendant les rapports, qui à terme peuvent aussi te donner moins d'envie, moins de désir, qui peut aussi, pareil, par rapport à l'autre, qui peut aussi le freiner, c'est-à-dire, mais peut-être que je vais faire ça parce que elle va peut-être avoir mal, ou alors, même quand tu dis pas que t'as mal, tu le gardes pour toi et que ou ta femme, je ne sais pas, ne sait pas pourquoi, comment, machin, t'as moins de désir. C'est pas que t'as moins de désir, t'as toujours le désir, mais tu as cette appréhension d'avoir mal qui fait que tu auras mal de toute façon. Et au final, ton partenaire, comme tu n'en parles pas, il peut se dire mais en fait elle veut pas de moi. Alors que pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça te fait mal. C'est pas que tu le veuilles pas, c'est que ça fait mal. Et du coup tu n'as plus le rapport sexuel, tu n'as plus le plaisir du rapport. Et ça, pour ça, je suis désolée, j'ai pas de solution. À part être moins dans l'appréhension de la douleur, plus dans la détente, enfin même ça ne marche pas pour tout le monde. Et c'est horrible, t'imagines? T'as envie de... Voilà, tu peux pas parce que tu vas avoir mal. C'est horrible! Et qu'en plus, après, tu te fais larguer parce que ton mec, il pense que t'as pas envie de lui, que toi, tu lui dis d'attendre, ou alors que tu veux pas faire certaines positions parce que ça va pas. C'est horrible. C'est horrible. Finalement, j'ai une vie plutôt sympa. Enfin bref. Point suivant. Les remèdes. Alors, vous avez dit avec Ilia qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Aujourd'hui, on peut pas te dire, bah tiens, prends ce cachet-là, et qu'importe ton stade, qu'importe la façon dont la maladie s'exprime chez toi, tu seras guéri. Mais que nous, dans notre parcours, on essayait différentes méthodes. Et là, je vous ai listé un ensemble de méthodes, enfin un ensemble de remèdes dont on a parlé, dont vous m'avez parlé. L'idée, c'est pas de reprendre ce qui avait été dit avec Ilia, mais de vous apporter un complément. Donc, on vous a parlé moi, on m'a parlé d'infusion à base de gingembre et de curcuma. J'ai envie de dire oui, vas-y, fonce.
toute façon, on vous a dit, hein, enfin surtout Ilia, elle a bien insisté sur le point, un régime anti-inflammatoire. Curcuma anti-inflammatoire. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Donc oui, vas-y avec l'infusion à boire tous les matins, tous les soirs, quand tu veux. Aucun souci. Le jeûne intermittent. Alors j'ai expérimenté le jeûne intermittent. D'ailleurs là, je vais me lancer dans le jeûne tout court. J'ai pas remarqué un effet probant. Enfin, ça n'a pas été ouf chez moi. Donc peut-être que chez d'autres, ça peut le faire. Parce que le souci avec le jeûne intermittent, c'est qu'après, si c'est mal fait, enfin, on a tendance à le faire un peu n'importe comment, le jeûne intermittent. Enfin, les jeûnes, en général, on a un peu tendance à faire un peu n'importe quoi. Mais pour moi, le jeûne, ça n'a pas eu d'effet de ouf. Essayez. Alors, ça, c'est un truc qui m'a fait arracher les cheveux. Déjà, je ne prends pas de médicaments. Enfin, si, je prends un médicament quand je suis au bout de ma vie. Que j'ai essayé tous les moyens naturels et que ça ne marche pas, je prends un médicament à ce moment-là. Et là, il y en a une qui me parlait de prendre, je ne veux pas mettre de nom de médicament, prendre un certain médicament 7 jours avant les règles, puis toutes les 4 heures jusqu'à la fin des règles. Moi, pour moi, ça me fait juste m'arracher les cheveux. Médicament sur médicament sur médicament, à un moment, est-ce que ton système immunitaire, il se dit pas, bah tiens, copain, on va plus... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment mauvais de prendre tout le temps les mêmes médicaments tout le temps continuellement parce que ça crée une certaine... Comment on appelle ça? Tu es immunisé en fait, en gros. Après, à la limite, moi c'est ce qui est arrivé au début avec ma maladie, hein, je prenais spasson sur spasson sur spasson, puis spasson ça passait plus. D'ailleurs ça passe toujours plus, même pour n'importe quoi, un spasme, n'importe quoi ça passe pas. Et il a fallu que je monte ainsi de suite sur les médicaments. Et moi, non, médicament sur médicament, je suis pas très d'accord. Pareil, association de médicaments anti-inflammatoires, plus Doliprane, plus je sais plus quoi, plus... Moi, j'avoue, je suis pas du tout pour, mais si c'est ton délire, vas-y. Hein. Il y avait ça. Ensuite, on m'a parlé de bains dérivatifs. Je suis, très franchement, je ne suis pas encore assez ouverte à ce genre de choses. Le bain dérivatif, je ne suis pas encore assez ouverte à ça. Peut-être plus tard, mais là pour l'instant, doucement pour moi. Je te mettrai d'ailleurs un lien d'une vidéo pour t'expliquer ce qu'est le bain dérivatif. J'ai besoin de recul par rapport à ça. Je suis pas encore dans ce mood là. Se mettre des glaçons dans la culotte, pourquoi pas. Enfin, j'exagère hein, quand je dis mettre des glaçons dans la culotte, mais c'est presque ça. Il y avait aussi l'ostéopathie, pourquoi pas. L'acupuncture, moi oui, ça fonctionne plutôt bien avec moi. Là, il faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Mais alors, pour vous expliquer, en fait, j'ai fait 4 rendez-vous, je crois. Quelque chose comme ça. Donc le premier rendez-vous, les premiers rendez-vous, c'était, je crois les 2 premiers, c'était à 1 mois d'intervalle. Puis après 2 mois et 3 mois, pour voir un petit peu. Sauf qu'entre temps, j'ai fait un peu de merde, donc il faut que j'y retourne. Alors normalement, je vous le dis tout de suite, moi je suis une grosse douillette des aiguilles. C'est-à-dire que je vois l'aiguille, déjà voilà, et j'ai mal. Avant même qu'elle me transperce, j'ai mal. Du coup, l'acupuncture, déjà, c'est quelque chose avec lequel j'y vais un petit peu à reculons. Je peux vous assurer que pour l'endo, ça fait pas mal du tout. J'ai eu des points où, pour d'autres choses, hein, où moi ça m'a fait mal à hurler, à pleurer. Parce qu'ils sont mignons les gens des fois à dire non mais l'acu ça fait pas mal. Si, ça fait mal. Et moi, les points qu'il m'a fait pour mon endo, ça n'a pas fait mal. Ça fait pas mal du tout. Bon, par contre, je sortais de là, j'étais fracassée. Tu me demandais de rien faire pour la journée, je passais la journée à dormir. En même temps, c'était associé aussi avec d'autres trucs. Le sport, on vous l'a dit avec Ilia, le sport. C'est plus du sport intensif, c'est-à-dire faire tous les jours. Par exemple, lundi renfo, mardi course, mercredi yoga, jeudi ainsi de suite, avec bien sûr des jours de repos, mais plus sur un rythme comme ça, oui. Oui. Moi je l'ai vu quand je me faisais mes... D'ailleurs tu vas bientôt le revoir, mes séances de sport quotidiennes par rapport au mois où je ne fais pas du tout de sport. La douleur n'est pas la même. Mais après,
Voilà, le souci c'est que comme j'ai découvert ma maladie il n'y a pas si longtemps, que je l'ai acceptée il n'y a pas si longtemps, je peux pas te dire si ça marche vraiment, etc. Parce que, en fait, dans son expression déjà, elle est pas régulière. Donc c'est pas, c'est pas genre tous les mois je sais que je suis anormale. C'est voilà, il y a des mois où j'ai mal, il y a des mois où j'ai pas mal. Des mois où voilà. Et du coup, j'essaye un petit peu d'identifier à chaque fois qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-là, pour voir justement s'il n'y a pas une récurrence. Donc ça peut être une très bonne piste pour toi. C'est-à-dire que pendant un mois, tu essayes un remède. N'essaye pas 10 en même temps parce que tu ne sais pas lequel va fonctionner. C'est-à-dire que pendant un mois, tu vas essayer par exemple un régime 100% végétalien, anti-inflammatoire. Tu vois comment ça se passe. Puis après, le mois d'après, tu gardes ton régime alimentaire mais tu rajoutes sans gluten. Tu vois comment ça se passe. Le mois d'après, tu gardes le même régime alimentaire et tu insères le sport. Tu vois comment ça se passe. Et petit à petit comme ça, et à la fin, tu auras tous les remèdes. Et tu verras en fait au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé. Et quitte à des fois de temps en temps enlever un truc, dire bah voilà, ça fait 6 mois que je suis végétalienne sans gluten, vas-y, je vais reprendre un régime végétarien. On ne va pas tout de suite passer de tout à rien. Mais toujours sans gluten pour voir. De toute façon, tu le verras tout de suite. Le régime alimentaire, il ment pas. Moi, je sais très bien. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à conseiller, c'est ça. Bref, si on devait terminer cette vidéo, on devrait la terminer sur 3 choses. Même si tu n'es pas atteint de la maladie, sois à l'écoute. De ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et ça, c'est aussi douloureux et aussi fatigant psychologiquement que physiquement. Donc ouais, va te faire diagnostiquer. Ne serait-ce que pour la tranquillité d'esprit, pour pouvoir pouvoir te savoir, juste savoir. Et enfin, le dernier point, c'est de ne pas se laisser abattre et d'expérimenter. Il y a plein de choses à expérimenter. Tente, il y a des choses qui pourraient marcher pour toi, qui peut-être ont marché chez moi, ne marcheront pas chez toi, c'est pas grave. Il y a des choses qui marcheront chez toi mais qui ne marcheront pas chez moi. On ne répond pas tous de la même façon à certaines choses, c'est normal. Donc expérimente, tente, mais surtout fais-toi entendre. Et si on ne t'entend pas, il y a toujours des filles comme moi pour t'écouter, pour t'aider, pour t'épauler. Alors je vais te mettre en barre d'infos un lien de forum, de groupe, où tu peux discuter avec d'autres femmes qui sont atteintes, qui pourront te donner plus de conseils que moi, qui sont plus expertes, on va dire, dans ce domaine-là, qui ont déjà plus d'expérience, plus de bagages. Donc je te mets tout ça en barre d'infos pour que tu ne te sentes pas seule, pas démunie. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine.